Troisième B, bonjour. Vous aviez à faire pour aujourd'hui donc cet exercice, on avait deux triangles équilatéraux et on se demandait quelle est la longueur que doit faire le petit triangle pour que son aire soit la moitié de celle du grand, sachant que le grand fait un de côté. Voilà, et vous aviez quelques indications. Donc on va corriger cet exercice. Je vous propose donc la correction suivante. Donc, on va s'occuper déjà du petit triangle. Donc, il est de côté X. On a tiré sa hauteur BH, d'accord? Donc, on a ici un angle droit. AH est égal à HC, parce qu'on est dans un triangle équilatéral. Donc, AH, la longueur AH, c'est la moitié de la longueur AC, c'est-à-dire la moitié de X. On a un triangle rectangle ABH, donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore et écrire l'égalité suivante. AB carré est égal à AH carré plus BH carré. Là-dessus, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Simplement, la longueur AH, quand on l'élève au carré, donc on élève x sur 2 au carré, on fait x sur 2 fois x sur 2. Produit de fraction, donc produit des numérateurs en haut, produit des dénominateurs en bas, ce qui vous fait x carré sur 4. Alors simplement ici qui est qui? Alors mon BH carré, alors attention, je suis désolé, mon H ressemble souvent à un M. BH carré il est allé là, x carré sur 4 est allé ici, et notre 4x carré sur 4 en réalité c'est le x carré que vous voyez là. Globalement 4 est égal à 3 plus 1, et bien j'ai écrit que 1 est égal à 4 moins 1, voilà. Je viens de dire une bêtise, 1 est égal à 4 moins 3, pardon, voilà. Donc ici je vous ai écrit x carré, ce x carré là, sous la forme 4x carré sur 4, je coupe ma pizza en 4, je prends 4 parts, ça me fait toute ma pizza. Simplement pour faire ma différence de fraction, vous vous rappelez qu'une différence de fraction, on doit mettre les fractions au même dénominateur. Et finalement ici j'ai une part d'une pizza coupée en 4, donc au final j'ai simplement 3 parts d'une pizza coupée en 4, donc bh au carré est égal à 3 quarts de x carré. On prend la racine de toute cette expression. Et là, donc, je vous donnais simplement une simplification. Cette écriture-là est égale à x racine de 3 sur 2. Je ne le justifie pas, vous verrez ça plus tard en seconde, il me semble. Mais bon, voilà. Normalement, on pouvait le faire sans, je vous le donnais dans tous les cas. Et donc, l'aire de ABC, pour rappel, c'est donc c'est le produit de la base fois la hauteur, divisé par 2. Donc, l'aire de ABC, c'est la base x fois la hauteur x fois racine de 3 sur 4 divisé par 2, ce qui donne après simplification x carré fois racine de 3 sur 4. Alors attention, le sur 4, il n'est pas dans la racine, d'accord? C'est racine de 3, le tout sur 4. Bien, ce qui est bien avec ce qu'on a déjà fait, c'est que l'aire d'ABC, elle est en fonction de la longueur du côté. Donc en réalité, pour le triangle suivant, on va simplement appliquer notre formule avec x est égal à 1, ce que j'explique ici. Donc on applique la formule trouvée pour, il y a un R qui est parti à la trappe, l'aire d'ABC avec x est égal à 1 pour trouver l'aire de CDE. Donc l'aire de CDE c'est égal à 1 au carré, d'accord? D'après notre formule, hein, on a vu que l'aire d'un triangle équilatéral c'était le côté au carré fois racine de 3 sur 4. 1 au carré c'est 1 fois 1, c'est 1, ça disparaît, il nous reste simplement racine de 3 sur 4. On cherche ensuite le nombre x tel que l'aire de CDE soit le double de l'aire d'ABC, notre petit rectangle, notre petit triangle. Et cette équation, il se trouve qu'elle est équivalente à écrire racine de 3 divisé par 4 égale à 2x carré fois racine de 3 sur 4, ce qui vous donne 1 est égal à 2x carré. Alors comment j'ai simplifié? En fait, j'ai multiplié par 4 sur racine de 3, l'inverse. Donc ça, en réalité, c'est un terme qui part. De l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose, ce qui me donne le 1. Ça disparaît. Ensuite, pour passer de cette ligne à la suivante, j'ai divisé chaque membre par 2 pour faire disparaître le facteur devant mon x carré. J'ai x carré est égal à 1 sur 2. Et finalement, x qui vaut racine de 1,5. Voilà, donc là vous voyez qu'on a utilisé finalement pas mal de choses, hein. L'aire du triangle, c'est le programme de 6e, 5e, Pythagore 4e, résolution d'équations 4e, 3e, vous voyez que ça commence à devenir assez conséquent. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à cet exercice, même si vous ne l'avez pas forcément intégralement résolu. Bien, on retourne à nos probabilités. Alors, on avait déjà vu ce qu'était une expérience aléatoire. On a vu que pour pouvoir travailler, il fallait que l'expérience soit renouvelable à l'identique, il fallait que les résultats possibles soient tous connus, sans qu'on puisse déterminer lequel soit réalisé. On avait insisté sur l'importance de chaque élément.
On avait introduit du vocabulaire, notamment la notion d'issue, d'accord? En fait, les résultats de notre expérience aléatoire, on les appellera les issues. Euh, Ça, vous ne l'avez pas dans le cours. C'est clair, c'est pas utile. Un événement, c'est un ensemble d'issues, d'accord? Et tiens, un ensemble, au même titre que, vous savez qu'on a fait les équations produits nuls, on avait l'ensemble des solutions. Un ensemble de solutions pouvait être composé d'une seule solution. Une équation, vous pouvez avoir simplement comme solution x est égal à 1. Et vous pouviez aussi avoir plusieurs solutions, voire énormément de solutions. Donc on peut composer un événement élémentaire composé, pardon, un événement peut-être composé d'une seule issue. À ce moment-là, on parlera d'événement élémentaire. Ok. Alors, exemple, on lance un dé à 6 faces. L'univers de cette expérience aléatoire est composé des issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut constituer, pardon, créer des... Ah ouais, donc l'univers non plus, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est. Donc l'ensemble des issues de cette expérience aléatoire sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc obtenir un nombre pair, c'est l'événement composé des issues de 4 et 6. Voilà. Donc comme exercice, je vous propose la chose suivante. On lance on lance 2 dés à 6 faces. Quelles sont les issues possibles? Voilà, je vous laisse 1 à 2 minutes pour faire toutes les issues. Donc vous avez mis la vidéo sur pause. Bravo, vous avez terminé de travailler. Allez, les issues. Alors, en probabilité, un des problèmes qui se posera, c'est de trouver des notations à la fois efficaces et, je dirais, un minimum rigoureuses. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut travailler relativement vite, d'accord? J'imagine que personne n'a écrit première issue, je trouve la face 1 pour le premier dé et je trouve la face 1 pour le deuxième dé. On est d'accord que là, comme ça, on y passe la nuit. Donc les issues possibles, je vous propose deux notations. Alors, vous pouvez simplement faire ça. 1, 1. 1 pour le premier dé, 1 pour le deuxième dé. Ensuite, 1, 2. Ensuite, 1, 3, etc., etc., jusqu'à 1, 6. Ensuite, on passe au 2 pour le premier dé. Oui, c'est bien ça, etc., etc. Et simplement, à la fin, ce qu'on peut faire, en fait, c'est mettre tout ça entre accolades. Alors, qu'est-ce que je gagne à mettre en accolade? Si j'utilise mes accolades, une fois que j'ai fait toutes les issues que j'affiche juste après, eh bien, on parle d'ensemble, d'accord? Et tout de suite, ça a une autre cohérence et vous verrez par la suite que c'est très important et que ça permet vraiment d'être extrêmement rigoureux. Pour cette année, c'est pas forcément un impératif, mais bon, vous avez déjà vu la notation pour les équations, on peut la réemployer ici. Donc, je vous affiche toutes les issues possibles. Ok, donc j'ai fait un tableur avec toutes les issues possibles. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas par hasard compté des issues en double? Alors je pense à quoi? Je pense par exemple à 1, 3 et 3, 1. Est-ce que ces issues sont différentes? Alors, bon, là je vous entends pas, mais imaginons que quelqu'un il dit oui, la question qui se pose c'est comment prouver que ces issues soient différentes, d'accord? Parce qu'a priori le résultat c'est le même. Ouais. Imaginez un jeu de société où on fait la somme des 2 dés. Dans tous les cas, 1 plus 3 est égal à 4 et 3 plus 1 est aussi égal à 4. Alors, pour vous montrer un petit peu que ces deux résultats sont réellement différents et qu'il faut les mettre, qu'on on n'a pas un doublon, simplement mon premier dé maintenant, imaginons qu'il ne soit pas en rouge. Voilà, je ne vais pas faire les autres. Mon deuxième dé est peint en bleu. Tiens, ça c'est pratique. Voilà. Ok, et bien maintenant, votre premier dé, pardon, votre issue ici, elle va être vraiment différente de celle-là parce que vous pouvez voir au niveau des couleurs qu'on n'obtient réellement pas les mêmes résultats. Dans un cas, vous avez un dé, le dé rouge, il obtient 1. Dans le deuxième, le dé rouge, il obtient 3. Donc, dans ce cas-là, les issues sont réellement différentes. Dans d'autres cas, on le verra par la suite, les issues ne sont pas... pardon, vous pouvez avoir des doublons réellement. Alors un exemple classique par exemple c'est
on a 6 personnes, imaginons qu'elles soient au Nouvel An, et pour le Nouvel An, elles se serrent toute la main, et on veut compter le nombre de poignées de main. Alors par exemple, la première personne, elle va serrer la main à, donc évidemment pas la première personne, donc ça on le supprimerait, mais elle va serrer la main à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième personne. Euh, Ensuite, la deuxième personne, donc elle a déjà serré la main à la deuxième personne, à la première personne, elle ne se serre pas la main elle-même, et, euh, et ainsi de suite. Et là, du coup, par exemple, l'issue 1-3 et l'issue 3-1, en réalité, sont pour le coup exactement les mêmes, elles ne sont pas dissociables, donc on ne va pas les compter deux fois. Voilà, donc des fois il va falloir, on va appliquer donc cette méthode. Des fois on va devoir supprimer entre guillemets les doublons parce que ben voilà, on ne peut pas les compter deux fois et ce sera évidemment plus compliqué. Ok, donc on arrive à la notion de probabilité en tant que telle. Alors tout de suite, une probabilité, donc déjà on considère la probabilité d'un événement et pas d'une issue. Ça n'a pas de sens en fait de considérer la probabilité d'une issue. Ensuite, vous gagnerez aussi énormément de temps si vous intégrez tout de suite qu'une probabilité c'est un nombre compris entre 0 et 1. Pourquoi? Eh bien tout simplement, voilà, prenez un dé, considérez n'importe quel événement, sa probabilité ça va être quelque chose en général sur 6. Probabilité d'obtenir 5, 1 sur 6. Et quand vous faites 1 divisé par 6, forcément bah, ça vous fait un nombre compris entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas avoir 7 chances sur 6, c'est impossible. Donc vous avez forcément voilà, une probabilité comprise entre 0 et 1. Ça ne peut pas non plus être négatif parce que on compte un nombre de chances et on ne peut pas avoir un nombre de chances négatif, vous voyez. Donc voilà, la probabilité, c'est la probabilité d'un événement, éventuellement d'un événement élémentaire. C'est un nombre voilà, compris entre 0 et 1. Plus ce nombre est proche de 1, plus l'événement a de chances de se produire. Voilà, une traduction concrète d'une probabilité élevée, c'est vous avez beaucoup de chances que ça se produise, ou beaucoup de risques si c'est un événement négatif. Si la probabilité d'un événement est égale à 1, on dit qu'il est certain. Alors par exemple, on lance un dé, probabilité d'obtenir n'importe quel nombre, bah, c'est obligé, on obtient forcément un nombre. Alors au passage, ça fonctionne parce que on a dit que on connaît tous les résultats possibles. Si on ne connaît pas tous les résultats possibles, eh bien ça se trouve le dé il peut aussi tomber de la table et se jeter par la fenêtre et du coup on ne sait pas, excusez-moi, on ne sait pas finalement si on a une chance ou pas d'obtenir un nombre. Voilà, donc c'est vraiment si on connaît toutes les issues qu'on peut dire éventuellement si un événement est certain ou non. Enfin, si la probabilité est égale à 0, on dit qu'il est impossible. Alors, on va enfin pouvoir commencer à calculer des probabilités dans le cas où voilà, on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire lorsque tous les événements élémentaires ont la même chance de se produire. Alors typiquement, on est d'accord, on lance un dé à 6 faces, vous avez 6 issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on considère les événements élémentaires, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, etc., etc., ils ont tous pardon, a priori les mêmes chances de se produire. Il n'y a que dans ce cadre que vous êtes capable de travailler. Vous n'êtes pas capable de travailler si on a par exemple un dé truqué. Pour le moment, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire et du coup qu'on ne vous demandera pas de faire. Et si éventuellement on vous demande de faire quelque chose où on n'a pas vraiment l'impression d'être dans une situation d'équiprobabilité, il faudra se ramener à une situation d'équiprobabilité. Voilà, donc en exemple tout bête, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, qu'on précise non truqué. Alors, concernant voilà, ce truc de non truqué, on pose souvent la question, oui mais monsieur, c'est quoi une pièce, on fait des lancers à pile ou face et on précise pièce non truquée. C'est quoi une pièce truquée? Comment on peut truquer une pièce? Eh bien, à vrai dire, j'en ai aucune idée. Et il se trouve que c'est pas comment dire, c'est pas la question qu'il faut se poser. Là, à chaque fois que vous travaillerez en probabilité, peut-être avant la première là, ou la terminale, vous aurez que des exemples avec des dés, des lancers de pile ou face, des urnes avec des boules et des cartes. Et vous êtes bien, je pense que vous avez conscient qu'on s'en fiche pas mal en fait de savoir si on va obtenir une boule verte ou une boule rouge. En réalité, tous ces exemples, c'est simplement pour modéliser des situations plus compliquées. Alors typiquement, pile ou face, ça modélise une situation succès-échec. Imaginons que pile soit succès, face soit échec.
Euh, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à modéliser, par exemple, vous avez un magasin, on essaie de modéliser le fait qu'un client achète ou non lorsqu'il va dans votre magasin. Eh bien, vous allez modéliser ça par un lancer de pile ou face. Vous voulez modéliser, j'en sais rien, les pannes d'un train, pile ou face, les retards d'un bus, pile ou face. Inversement, vous voulez modéliser quel jour de la semaine votre train tombe en panne. Disons qu'on retire le dimanche, du coup il n'y a plus que 6 jours, vous pouvez modéliser ça par un dé. On verra plus tard, on a une urne avec 30 boules, eh bien là vous modélisez un mois entier. D'accord? Tous ces exemples-là, il est assez évident qu'on ne s'amuse pas à vous enseigner des probabilités pour que vous soyez fort au dé, hein. C'est pas du tout le principe. C'est vraiment pour modéliser voilà, des situations réelles. C'est simplement des moyens de modéliser ça. Voilà. Euh, Avançons. Alors par exemple, voilà, si on a une urne avec une boule verte et deux boules rouges, eh bien, je pense qu'intuitivement, vous comprenez qu'on a quand même plus de chances d'obtenir une boule rouge qu'une boule verte. Et en l'occurrence, on a 2 fois plus de chances d'obtenir une boule rouge. A priori, là déjà, vous n'êtes pas censé, dans l'immédiat, pouvoir travailler. Ce n'est plus de l'équiprobabilité et vous n'êtes pas censé savoir faire. Évidemment, dans la mesure où l'exemple est très simple, vous allez me dire, on fait quand même. Oui, oui, bien sûr. Le problème, c'est que très vite, si je vous propose un problème où on n'a pas ce nombre sympa de 1 et 2, vous risquez d'être bloqué. J'en profite pour rappeler, comme je vous l'ai déjà dit, que vous vous en sortirez en probabilité si vous vous bornez à, comment dire, à intégrer le cadre un peu théorique que je vous donne et intégrer le peu de règles dont on dispose à l'heure actuelle pour travailler en probabilité. Si vous vous basez sur votre intuition et que vous vous convainquez que cette intuition vous suffira, eh bien très vite vous vous planterez parce que, bah, reprenons j'en sais rien, l'exemple de l'urne avec une boule verte et une boule rouge, je vais vous demander quelle est la probabilité de tirer 2 fois d'affilée une boule rouge. Par exemple, tout bêtement, là tout de suite votre intuition risque de vous mener droit dans le mur et on peut très vite faire des choses très compliquées. Prenez une pièce de pile ou face, c'est facile, c'est une chance sur deux. Maintenant, je vais vous poser la question, probabilité d'obtenir 3 fois face d'affilée après avoir obtenu 6 fois pile d'affilée. Vous voyez, on peut faire très vite des combinaisons comme ça où ça devient très compliqué et sans le cadre théorique, vous foncerez vraiment droit dans le mur. Voilà. Ok. Alors, ce qui nous permet en définitive de calculer nos probabilités, c'est la formule suivante. Dans une situation d'équiprobabilité, et encore une fois que dans cette situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement se calcule de la manière suivante. On calcule le nombre d'issues favorables à l'événement, c'est-à-dire en réalité le nombre d'issues qui composent l'événement, sur le nombre d'issues total. Voilà, c'est vraiment cette formule qui va vous sauver dans tous les cas. Et encore une fois, dans les cas où on n'est pas visiblement dans une situation d'équiprobabilité, on s'y ramène. Et on s'y ramènera par des astuces que je vous montrerai. Ok, donc on va pouvoir commencer à s'entraîner. Euh, alors, oui, excusez-moi, un exemple. Alors un dé à 6 faces, obtenir un nombre impair et l'événement. On pourrait mettre en général, on met des guillemets autour des événements. Et l'événement constitué des 3 issues 1, 3 et 5. Donc la probabilité de cet événement est 3 sur 6, nombre d'issues favorables à notre événement, sur le nombre d'issues total 6, ce qui nous fait un total de, une probabilité de 0,5. Voilà. Alors ça, c'est des exercices qui ne sont pas dans votre manuel, mais qui font très bien l'affaire. Alors simplement, avant que vous commenciez, je vous l'ai dit, hein, comment dire, sans le cadre théorique, très vite vous vous planterez. Alors ce qui n'est pas le cas sur cet exercice qui est facile. Et donc je vais tout de suite vous proposer, voilà, comment dire, une rédaction type pour cet exercice et je vais vous demander de vous borner à la respecter. Voilà, donc en fait, à chaque début d'exercice, il faudra déjà commencer par préciser quelles sont les issues de cette expérience. Évidemment, là, c'est assez évident hein, que les issues soient 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait vu plus haut hein, que déjà, lorsqu'on a 2 dés à 6 faces, c'est moins évident. Et très vite, on peut composer des choses très compliquées, hein. Bien, une fois qu'on a détaillé quelles étaient les issues, on détaille de quelles issues l'événement qu'on considère est composé.
Donc obtenir 1, c'est l'événement constitué de l'issue 1. Et on peut écrire probabilité d'obtenir 1 est égale à 1 sur 6. Simplement, ici, il s'agit d'un P majuscule, d'accord, en lettres capitales, pas curviligne. C'est la notation standard. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser le temps de faire les autres questions tranquillement. Encore une fois, respectez cette présentation. Vous me remercierez plus tard. Voilà, donc là, vous avez mis sur pause. Vous êtes revenu, super, vous avez fait l'exercice. Alors, eh bien, je vais tricher un petit peu, je vais faire des copier-coller. Probabilité d'obtenir 6, évidemment, c'est exactement la même chose, d'accord? On a simplement à modifier ça et ça. Probabilité d'obtenir 8. Alors, évidemment, on est à la question C. B et C. Probabilité d'obtenir un 8, eh bien, c'est l'événement constitué d'aucune issue. Alors, bon, il y a des notations pour ça, mais je ne vais pas vous les présenter maintenant. D'aucune issue. Et du coup, probabilité d'obtenir 1. Excusez-moi, on était sur 8. Évidemment, ça va être une probabilité nulle. Hein, ça va être 0 sur 6, qui fait un total de 0. On peut quand même le préciser. Voilà. Très bien. Alors, probabilité d'obtenir un multiple de 3. Donc, les issues favorables sont... Je suis désolé, je suis obligé d'écrire que d'une main. Issues favorables, pour obtenir un multiple de 3, évidemment, vous avez simplement 3 et 6. Donc, la probabilité de votre événement... multiple de 3, eh bien ça va être 2 sur 6, qui fait évidemment un tiers après simplification. D'accord? 2 sur 6 égale 1 sur 3. 1 sur 3. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 10. Alors, quelles sont les issues favorables à cet événement? Issues favorables, eh bien évidemment, toutes les issues sont favorables à cet événement. D'accord? On va voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la proba de cet événement, qu'on peut écrire comme ça, inférieur à 10, ça va être évidemment 6 sur 6, qui fait 1. C'est un événement certain. Voilà, donc encore une fois, là pour le moment, ça vous paraît particulièrement lourd, je le comprends. Mais encore une fois, c'est vraiment ce qui vous sauvera. Je peux vous donner à l'appel des exemples d'exercices basés sur des trucs aussi stupides que ça, qui sont vraiment durs à résoudre si on n'a pas cette rigueur. Tiens, je vous en donne un gratuitement. Vous lancez 2 dés à 6 faces. Vous considérez le produit des résultats, d'accord? Mes dés donnent 2 et 3. Je fais 2 fois 3, 6. Et on s'intéresse à la probabilité d'obtenir un résultat inférieur à 9. Vous voyez, tout de suite, ça devient un petit peu pas évident. Bien. Je vous propose maintenant de faire ensemble cet exercice. Donc là, pour le coup, voilà, on a une urne avec 30 boules numérotées de 1 à 30 et on tire une boule au hasard et on regarde son numéro. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement cet exercice et essayer de le faire. Et je vous propose la correction dans un instant. Donc là, vous cliquez sur pause. Voilà, vous avez terminé. Et bien, passons à la correction. Alors, corrigeons. Donc, dans cet exercice, on nous demande pour commencer le nombre d'issues possibles. Et il y en a 30. On pourra simplement parler de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. etc. Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 7? Alors, pour la boule numéro 7, on a une seule issue favorable. Donc, la probabilité de l'événement élémentaire, finalement, tirer la boule numéro 7, c'est évidemment 1 sur 30. Ensuite, une boule avec un numéro pair. Alors, 15 issues favorables. Donc, probabilité de numéro pair est égale à 15 sur 30 est égale à 0,5. Alors, là, en fait, on pouvait presque faire plus vite. Il y a autant de numéros pairs que de numéros impairs. Donc, finalement, une chance sur 2. C'est comme lorsque vous lancez un dé à 6 faces. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir un nombre pair 2, 4, 6. Obtenir un nombre impair 1, 3, 5. Vous voyez, vous avez autant d'issues pour ces deux événements. Et donc, la probabilité est 0,5.
Un multiple de 5, il y a en tout 6 issues favorables. Ça nous fait donc une probabilité de cet événement de 6 sur 30, ce qui nous fait 1 sur 5, ce qui nous fait 0,2. Pareil pour les multiples de 7, il y en a 4, donc probabilité de multiple de 7, c'est 4 sur 30. Voilà. Parce qu'on est dans le cadre de l'équiprobabilité. Ce ne serait pas le cas, ce serait encore une fois beaucoup plus complexe. Voilà, je vous propose d'arrêter ici. Pour la prochaine fois, je vous donne cet exercice à faire qui est pas plus compliqué, mais que je vous demande de traiter sérieusement. Et la question 2, évidemment, on pourra se poser la question quelle est la probabilité de l'événement. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'espère voilà, que vous serez sérieux, que vous travaillerez ça bien à fond. Et je vous dis à bientôt.